Il est 22h. Sud Nuit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, le Sénégal a été désigné comme pays candidat de la CEDEAO pour assurer la présidence en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Il a été désigné par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est réunie en session ordinaire hier. À Fatick, le protocole sanitaire n'est plus respecté au niveau des établissements scolaires. Inquiets, les enseignants se sentent exposés et craignent pour la santé des élèves. Le khalife général de Medina Baye reporte la tenue du gamou annuel de Taïba Niassène, initialement prévu le 27 février. Serigne Mahi Niass invite les fidèles et les citoyens sénégalais à la prière pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans le pays. En sport, championnat d'Afrique des Nations, le Mali remporte la demi-finale avec un score de 5-4 face à la Guinée. Il obtient ainsi son ticket pour la finale qu'il disputera le dimanche 7 février avec le Maroc. Le journal de la santé complète cette édition mise en onde par Alassane Watt. Sud Nuit. Marie-Rosa Lingaye. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire le 2 février 2021 par visioconférence afin de préparer la 34e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine relative au point sur l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission de l'Union africaine. La conférence a désigné la République du Sénégal comme pays candidat de la CEDEAO pour assurer la présidence en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Elle instruit le président de la commission de la CEDEAO à prendre les mesures nécessaires pour la communication immédiate de cette candidature à la Commission de l'Union africaine. La conférence se félicite de l'état de mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la gestion financière et du contrôle interne des institutions. La conférence note que le mandat des fonctionnaires statutaires actuels s'achève en février 2022 et qu'il y a nécessité de travailler sur la structure optimale de la nouvelle commission et des autres institutions, sur les modalités d'affectation des postes des statutaires et sur la maîtrise des coûts de fonctionnement de la CEDEAO. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a réuni en visioconférence le Conseil des ministres ce mercredi 3 février sur les contrôles techniques et le renouvellement du parc des transports urbains et interurbains. Le président de la République, après avoir présenté les condoléances de la nation aux familles des 9 personnes tuées dans l'accident de la route survenu le jeudi 28 janvier 2021 dans la commune de Ngatenaoudé, rappelle au ministre en charge des transports terrestres, des forces armées, de la justice et de l'intérieur l'impératif d'assurer l'application stricte des sanctions dans l'accomplissement des contrôles routiers et autoroutiers en veillant sur l'état technique des véhicules de transport de passagers et de marchandises en circulation. Le chef de l'État invite en outre le ministre des Transports terrestres à accélérer le processus de renouvellement des parcs de bus et autres véhicules de transport interurbains, notamment ceux en circulation sur les axes routiers départementaux. Abordant la question liée à la nécessité d'une régulation optimale des fréquences radioélectriques et de la consolidation du numérique comme pilier de la modernisation de l'audiovisuel, le président de la République informe le Conseil avoir présidé le vendredi 28 janvier une réunion dans ce sens pour le renforcement de l'implantation de la télévision numérique terrestre TNT sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État rappelle à cet égard au gouvernement son engagement permanent à impulser le développement et la professionnalisation du secteur audiovisuel à travers l'application intégrale du Code de la presse et le soutien financier et fiscal exceptionnel de l'État aux entreprises de presse. Amnistie fiscale, baisse de 70% des redevances, aide doublée en 2020, création du Fonds d'appui au développement et de la presse. La propagation de la Covid-19 inquiète les enseignants de l'Académie de Fatick. Le protocole sanitaire n'est plus respecté dans les établissements et les élèves sont exposés ainsi que les enseignants. Katim Touré, secrétaire régional du SAEMS de Fatick au micro de Ngor Sarr. Aujourd'hui, dans l'Académie de Fatick, nous sommes complètement exposés
porteurs de virus sans pour autant le savoir. Dans nos établissements, nous avons constaté que pratiquement les mesures barrières ne sont pas respectées. Les masques ne sont pas portés, les gels n'en parlons pas, les thermoflash sont pratiquement inexistants. Donc en ce moment, nous sommes complètement exposés par rapport au Covid. On ne sait pas qui a le virus, qui n'a pas le virus. Donc nous marchons dans l'aveugle comme ça. Mais pour dire vrai, par rapport à ça, nous sommes inquiets. Et moi, je me dis, à chaque jour, on est exposé. Nous avons appris que le préfet de Funi a pris un arrêté interdisant les lumos. Mais les lumos sont des lieux de rassemblement, les écoles aussi sont des lieux de rassemblement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera pour les établissements. Mais nous aussi, on en doute par rapport à nos établissements parce que ce sont des lieux de regroupement. Il faut que vraiment le gouvernement du Sénégal n'a qu'à prendre l'entière responsabilité de protéger les apprenants et les enseignants par rapport au Covid-19. Mais sinon aussi, on risque de fermer les écoles par rapport au Covid, de tester les collègues ou bien les élèves dans les établissements. Rien n'est sûr, hein. En tout cas, moi, je suis pas trop sûr par rapport au virus qui suffit dans les établissements. C'est toujours des zones de rencontre. Chaque jour, on se rencontre dans nos établissements, du matin au soir. Alors, c'est pire que les lumos. Peut-être si vraiment le gouvernement devait revoir les mesures, les appliquer et pour nous protéger, nous mettre dans de bonnes conditions pour qu'il y ait une qualité du système éducatif. Mais dans cette dynamique-là, vraiment, on n'est pas sûr par rapport à la protection du Covid-19. Des propos de Katim Touré, secrétaire régional du SAEMS de Fatick, où la propagation de la Covid-19 inquiète les enseignants. Le protocole sanitaire n'est plus respecté dans les établissements et les élèves sont exposés, ainsi que les enseignants. À Kaolack, le maire de la commune de Latmingué a lancé l'opération « Un administré, un masque ». L'objectif visé, c'est de pousser les populations à mieux se protéger de la pandémie qui continue sa progression dans la région Awachao. La Covid-19 continue sa progression dans la région de Kaolack. Tous les districts sanitaires de la localité sont maintenant touchés par la pandémie et le nombre de cas, surtout ceux issus de la transmission communautaire, augmente chaque jour. Cette situation pousse les autorités administratives et médicales, mais aussi les responsables politiques à dérouler moult stratégies pour venir à bout de l'ennemi. C'est ainsi que dans la commune de Latmingué, le maire, Dr Macoumba Diouf, a initié l'opération « Un administré, un masque », une initiative qui vise à pousser les populations à adopter des comportements plus responsables avec le port du masque. Dr Macoumba Diouf. Pour protéger la population de ma commune par rapport à la Covid-19, j'ai décidé, après ce que j'ai fait au cours de la première vague, de renforcer cela. J'ai estimé que la meilleure des protections, pour moi, c'est le masque. Parce que comme on ne peut pas arrêter certains déplacements essentiels, la seule, ou en tout cas la façon la plus efficace de protéger les populations de la Covid, c'est les masquer. Donc, des opérations ont été effectuées pendant la première phase, mais cette opération vise à universaliser ou à généraliser le port de masque chez toutes les personnes en âge de pouvoir porter un masque. Sauf les nourrissons qui ne peuvent pas porter des masques, toutes les personnes auront un masque en tissu lavable. Et nous sommes 40 000 habitants. Si on défalque à peu près 5 000 personnes pas encore en âge peut-être de porter, j'ai prévu de mettre 35 000 masques et l'opération a démarré. Et la distribution se fait par les relais communautaires. Et j'ai mis en avant aussi les infirmiers chefs de poste ainsi que les comités de développement sanitaire des 4 postes de santé qui sont dans ma commune. Donc voilà comment j'ai procédé. Et voilà, c'est pour être sûr que tout le monde aura un masque. Je sais que c'est pas difficile d'avoir un masque, mais ça peut être un argument pour certains. Je veux pas qu'il y ait d'argument par rapport au non-port de masque. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette opération. L'opération est lancée et plus de 35 000 masques seront distribués dans la localité. Pour éviter tout rassemblement, les relais communautaires et Badjanogor sont mis à contribution. Ils vont aller vers les populations en faisant du porte-à-porte. Kaolack pour Sud FM, Awachao. Initialement prévu le 27 février 2021, le Gamou annuel de Taïba Niassène est reporté. Décision prise par Serigne Mahi Niass, le khalife général de Medina Baye, et confirmée par le porte-parole Cheikh Mahi Cissé. Déclaration faite ce mercredi à Medina Baye. Cheikh Mahi Cissé, qui était le porte-parole, le khalife général de Medina Baye, a également demandé aux fidèles et aux citoyens sénégalais de formuler des prières partout pour faire face à la recrudescence de la pandémie. Il a également invité les Sénégalais à se conformer aux gestes barrières édictés par les autorités médicales. Parlons à présent des vacances scolaires. Difficile pour plusieurs parents de retenir les enfants dans les maisons. Toutefois, certains sont catégoriques, pas de question de s'aventurer dehors. Ils les occupent avec la télévision, des exercices
et des jeux. Un reportage de Josette Kali. Khadi, il est impensable de franchir le seuil de la maison pour aller jouer. Très catégorique, elle fait tout pour que les enfants s'épanouissent dans l'enceinte de la maison. Non, on ne sort pas. Il faut le faire. Il faut les enfants étudier coranique ou bien français. Vous les retenir dans la maison. Et voir les Mickey, les Lido, mais laisser le partir sur la vie, c'est pas bon. À la maison voisine, le plus petit effectue déjà ses va-et-vient, mais toujours sous le contrôle du grand frère qui le fait difficilement, même s'il les occupe avec des exercices. Retenir un enfant dans une maison, c'est pas chose facile. Vraiment, c'est un travail très difficile. Je dirais même un travail. Mais on essaie de faire de notre mieux quand même et de les occuper. Parce que là, actuellement, ils sont en train de faire des coups de renforcement. Toutefois, après chacune de leurs sorties, ses parents veillent sur la désinfection. Toujours il y a antiseptique. Quand ils sortent, à chaque fois qu'ils reviennent à la maison, on fait tout pour qu'ils aillent laver leurs mains. Puis moi-même qui parle, je ne sors jamais sans masque, donc je fais tout aussi pour que les enfants fassent pareil. Il est difficile pour bon nombre de parents de retenir les enfants dans la maison en cette période de vacances. Tout de même, certains essaient de les occuper, soit par des révisions ou des programmes de divertissement. Sud FM. Mbour, un an après la condamnation du maire de la commune sur l'affaire de la place publique, l'association Mbour Justice réclame toujours l'application de la décision du tribunal qui avait infligé une peine de 3 mois de prison avec une amende à El Hadj Fallou Sylla, une affaire dans laquelle l'édile socialiste était poursuivi pour les délits de faux et usage de faux en écriture publique et falsification de documents administratifs. À l'origine, un collectif de jeunes de Mbour Justice qui protestait contre la construction de cantines à usage commercial sur l'unique place publique de la ville. Ils étaient en point de presse ce mercredi. Voici Saliou Sall, le porte-parole du jour, au micro de Moustapha Sall. Aujourd'hui, on s'est réunis. Ça rappelle donc la date de la condamnation de Fallou Sylla sur l'affaire concernant donc la question donc de la place publique de Mbour qu'il avait vendue. Le verdict était tombé depuis donc l'année dernière, en ce même jour, le 3 février, je crois. Donc, il était condamné donc de 2 ans, dont 3 de prison, dont 3 mois ferme de prison et 2 millions d'amende à payer. Depuis lors, on le voit quotidiennement vaquer à ses préoccupations. Et nous croyons que nous sommes dans une société de justice où les lois sont faites pour tout le monde. Parce que je crois que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Et je crois que même si vous regardez la question donc de la femme qui a été condamnée, ça ne fait même pas, qui doit être jugée aujourd'hui même, il a été amené en prison avant même d'être jugé. Et ici, on dit que Fallou Sylla, il a été condamné 3 mois de prison ferme et 2 millions qu'il doit verser donc au mouvement Mbour Justice. Mais jusqu'à présent, rien ne se passe. Et que les travaux continuent. Nous avons été à la place publique. Vous avez vu l'arsenal militaire qu'ils ont déployé pour nous empêcher donc de tenir notre point de presse. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'il est temps que la justice soit une réalité au Sénégal. On ne peut pas connaître une société où il y a des gens qui ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent. Et personne ne le juge. Ça, c'est pas une société de justice. Fallou Sylla a été condamné et il doit aller en prison. Et il doit également verser les 2 millions. Et que ces travaux-là qui sont en train de continuer donc au niveau de la place publique, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter immédiatement. Et nous en appelons donc à la justice sénégalaise. Sinon, nous allons prendre nos dispositions parce qu'on ne va pas laisser quand même les choses continuer comme ça. Nous nous battons pour que la justice soit faite. Cette place, c'est une place publique. On ne peut pas accepter qu'elle soit vendue à des fins donc de commerce ou quelque chose comme ça. Mbour est étouffé. Les gens ont besoin vraiment de respirer. Donc on ne peut plus accepter cela. Ce combat-là, c'est loin d'être terminé. Tant que la justice ne sera appliquée, nous serons sur le terrain et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. Voilà. Et puis cette libération du président d'Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye a obtenu la liberté provisoire après sa rencontre avec le juge. Pour son avocat, son état de santé et l'absence d'arguments à le maintenir sous mandat de dépôt sont à l'origine de cet élargissement de prison. Maître Moussa Sarr demande un arrêt des poursuites contre son client. Il est joint par Adam Ndione. Oui, je confirme que mon client Boubacar Seye vient d'avoir la liberté provisoire il y a de cela quelques minutes, après qu'il ait été entendu sur le fond ce matin. Bon, et la suite, nous sommes à la disposition du juge d'instruction. Nous espérons que le dossier n'ira pas plus loin et qu'une ordonnance de non-lieu sera prise. Parce que pour nous estimons encore une fois, Boubacar Seye n'a pas commis une quelconque infraction.
Donc nous allons continuer à nous battre jusqu'à obtenir un non-lieu total pour qu'il soit déchargé de toute poursuite. Bon, il y a une part de cela, hein. C'est dû d'une part à son état de santé, pour moi, qui est un élément essentiel, et d'autre part également, nous estimons qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de décerner un mandat de dépôt contre lui, il n'y a pas d'infraction. Il a simplement interpellé l'État du Sénégal sur une question de bonne gouvernance, et le chef de l'État, en Conseil des ministres récemment, a validé le bien fondé de la demande de M. Sey. À partir de ce moment-là, on ne peut pas l'arrêter pour cela. C'est pourquoi on va continuer à se battre pour obtenir un non-lieu total, pour qu'il soit déchargé de toute poursuite après cette liberté provisoire. Parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une infraction dans cette affaire. 2 mois de prison assortis d'un sursis et 20 000 francs d'amende, c'est la peine requise contre Aminata Lo et son frère Mohamedou Moustapha Lo. L'ex-ministre du Tourisme Souad a bénéficié d'une relaxe pure et simple du délit d'usurpation du titre. Maître Ciré Clédorli, un de ses avocats, au micro de Ismaïla Marcel Colli. Par rapport aux conséquences de la décision, je suis très satisfait pour qu'elle rejoigne sa famille. Mais du point de vue du droit, je ne suis pas satisfait. Au goût d'inachevé. Pour la simple raison que nous sommes très contents et très satisfaits pour cette mère de famille qui va pouvoir rejoindre son fils de 11 ans pour qui tout cela est arrivé. Le droit a été dit lorsque le tribunal la relaxe de l'infraction d'usurpation de titres et de fonctions. Mais par rapport à l'outrage à agent, je ne suis pas satisfait pour la simple raison qu'à ce jour, on ne m'a pas dit quels sont les propos qui ont été tenus à l'endroit des agents de la force publique et qui seraient constitutifs d'outrage. Donc ça pose problème en droit. L'autre problème, c'est par rapport à la violation du couvre-feu. Pour cela aussi, nous ne sommes pas très satisfaits, même si le tribunal peut avoir ses raisons, de considérer en fait que les arguments n'étaient pas convaincants pour lui. C'est l'état de nécessité. Une enfant de 11 ans qui a faim avec une maman à une heure où en fait on ne peut pas lui trouver de la nourriture. Est-ce que légitimement la loi peut tolérer que la maman laisse son enfant mourir de faim? Elle était sortie avant l'heure du couvre-feu, chercher des aliments pour son fils. Elle n'en a pas trouvé. Et en revenant de cette randonnée, elle était à pratiquement 200 mètres de son domicile. Les policiers l'arrêtent. Ils l'ont bien identifié. Alors, elle explique les raisons pour lesquelles, en fait, elle était sortie. 15 minutes, dit-on, 15 minutes de retard. Est-ce que cela valait la peine qu'il y ait ce procès? Donc, nous avons dit qu'il y avait un état de nécessité impérieux qui faisait que la loi lui permettait effectivement de violer les règles sur le couvre-feu. Parce que l'état de nécessité est un fait justificatif. Elle permet que l'on viole la loi. Et il faut clarifier. Elle n'est pas poursuivie pour les propos qui circulent dans les réseaux sociaux. Ici, nous sommes dans 3 infractions caractérisées. Violation des règles sur le couvre-feu, usurpation de titres ou de fonctions et outrage à agent. On n'a pas dit outrage au chef de l'État. C'est à elle de décider. Si elle décide d'interjeter appel pour outrage, je suis partant. À Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger ont barré la RN2 ce matin pour exprimer leur mécontentement après la fermeture de leur restaurant universitaire. La décision qui émane de la direction du Crous vise à mettre fin au mot d'ordre de journée sans ticket, assez souvent décrété par les étudiants. Yves Tendeng. La décision de la direction du Crous, Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, de fermer les restaurants universitaires n'est pas restée sans conséquence à Sanar, où les étudiants ont barré la route nationale numéro 2 dans la matinée de ce mercredi pour exprimer leur colère. Mohamedou Moustapha Diouf est le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Alors aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de descendre sur la nationale et de barrer la route parce que le directeur du Crous a osé aujourd'hui priver les étudiants de vivre en fermant les restaurants universitaires. Parce qu'ils disent que les étudiants ont fait 29 jours de journée sans ticket. Je pense que ce qui est une honte pour l'administration de dire que les étudiants sont restés 29 jours à faire des grèves sans pour autant que leurs revendications soient satisfaites. Ce qu'ils devraient dire, c'est que pour que ces GST-là n'aient plus lieu, qu'ils satisfassent les revendications aujourd'hui des étudiants. Leur seul désir aujourd'hui reste la réouverture des restaurants universitaires. Nous, ce que nous voulons, c'est que les restaurants soient réouverts. Parce que nous ne pouvons pas rester dans cette université sans pour autant manger. Aujourd'hui, tant que les restaurants ne seront pas ouverts, nous n'allons pas quitter aujourd'hui cette nationale. Une situation qui risque fort bien de replonger cette université de Sanar dans une crise à l'image de celle qui avait conduit à la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussen. Parce qu'on
On le rappelle, le directeur du Crous, aujourd'hui, s'il est dans son siège aujourd'hui, c'est parce que son prédécesseur, à savoir Ibrahima Diawo, avait osé fermer les restaurants universitaires. Ce qui nous avait amené aux événements tragiques du 15 mai 2018, conditionnant la mort de notre camarade Mohamedou Fallou Sène. Aujourd'hui, nous tenons en haleine toute l'opinion nationale et toute l'opinion publique. Aujourd'hui, tout ce qui se passera sera sous la responsabilité du directeur du Crous parce que nous n'allons pas quitter cette nationale. Et l'histoire est en train de se répéter. Un étudiant a été tué parce qu'il revendiquait le problème de la bourse et les restaurants étaient fermés. Aujourd'hui, le directeur a osé encore une fois fermer les restaurants universitaires. Ce qui est malhonnête et ce que l'on n'acceptera jamais. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud International. En République démocratique du Congo, un partisan du président Félix Tshisekedi, Christophe Mbosso, a été élu ce mercredi à la tête de l'Assemblée nationale, 3 semaines après la destitution de sa présidente pro-Kabila, Janine Mabunda. Sur 466 votants, Christophe Mbosso a été élu président de l'Assemblée avec 389 voix. Candidat unique et doyen de l'Assemblée, Christophe Mbosso, 79 ans, s'est rallié officiellement au président Tshisekedi en décembre après avoir quitté Joseph Kabila et son Front commun pour le Congo comme une bonne partie de la classe politique. En France, plus de 26 000 personnes ont été testées positives au coronavirus en 24 heures, selon les données publiées ce mercredi par Santé publique France, qui font état d'une relative stabilité des autres indicateurs. Le chiffre des contaminations est le deuxième plus élevé sur le mois écoulé, avec un peu plus de 26 784 cas le 20 janvier. Le taux de positivité est quasi stable à 6,7%. Le nombre des décès à l'hôpital s'établit à 358 en 24 heures. Il était de 404 hier soir. La Virginie semble en passe de devenir le 23e État américain et le premier de l'ancien Sud sécessionnaire à abolir la peine capitale. Après l'adoption ce mercredi par ses sénateurs d'une loi en ce sens, la Chambre des délégués, où les démocrates sont majoritaires, doit encore se prononcer. Le vote du Sénat est un tournant pour la Virginie. C'est une répudiation d'une longue et violente histoire qui a débuté en 1608. En sport, le Mali en finale du championnat d'Afrique des Nations, une deuxième fois consécutive. L'équipe malienne au CHAN a remporté 5-4 le match de la demi-finale devant la Guinée-Conakry à Yaoundé. Elle obtient ainsi son ticket pour la finale qu'il disputera le dimanche 7 février avec le Maroc, tenant du titre, qui a battu le Cameroun sur un score de 4-0. Les détails sur cette victoire avec Sori Ibrahim Maïga. C'est au terme d'une rencontre alléchante, durement disputée jusqu'au bout des tirs au but, que le Mali s'est qualifié à la finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. La première mi-temps était en faveur de la Guinée, avec une domination du jeu et des occasions ratées. Nyanya, joueur guinéen, marque dès la 23e minute avant que le but ne soit refusé par la VAR pour hors-jeu. Les Sili dominent le match jusqu'à la fin de la partie. De retour sur le terrain pour la seconde période, les Aigles du Mali retrouvent le jeu et mettent pression sur l'adversaire. Le match s'achève sur un score vierge à l'issue des 120 minutes, malgré les prolongations bien sûr. L'étape fatidique des tirs au but arrive et le match garde toujours son suspense jusqu'au 5e tir des Guinéens, arrêté par le portier malien Djigui Diarra. Ainsi, pour la deuxième fois consécutive, Madou Koulou donne le ticket de la qualification aux Aigles locaux et les hisse cette fois-ci en finale où ils vont affronter l'équipe du Maroc. Tenant du titre, le Mali essaiera donc de décrocher son second sacre du CHAN le dimanche prochain à Yaoundé. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Retenez que sans trembler, le Maroc a remporté 4-0 son duel au sommet face au Cameroun ce mercredi en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Un doublé de Rahimi et des buts de Bourfeni de Bemamer ont offert aux Lions de l'Atlas une place en finale face au Mali. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
Bonjour à tous et bienvenue. Dans le cadre de la riposte au Covid-19, le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal plaide pour la mise en place d'un protocole unifié et uniforme pour que chaque pharmacien puisse savoir quelle conduite tenir face à des cas suspects ou confirmés de Covid-19. Au niveau des officines de pharmacie, les pharmaciens reçoivent en officine beaucoup de personnes présentant des symptômes semblables à ceux du Covid-19. Le président du syndicat, Dr Hassan Diop. C'est quelque chose qui, pour moi, constitue quand même une insuffisance dans la prise en charge, en tout cas dans le système, parce que chacun y va selon ses sensibilités ou sa connaissance de la maladie, etc. Alors qu'à mon avis, je crois qu'il est extrêmement important qu'on ait un protocole unifié et uniforme pour que chaque pharmacien, devant un cas suspect de Covid, puisse savoir quelle est la conduite à tenir, que ça soit vraiment clairement défini et suivi par tout le monde. C'est important. Pourquoi c'est important, en plus de nous permettre de jouer notre rôle de mission de santé publique, c'est que, comme vous le savez, de plus en plus, les gens vont sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour glaner des informations sur la maladie, mais également, à la limite même, venir nous demander des médicaments parce qu'ils ont déjà lu ça sur Internet. Et il va falloir qu'ensemble, qu'on tombe d'accord sur ce qu'il faut faire. Et à ce jour, il n'y a pas de protocole clair qui permet à chaque pharmacien, à tous les pharmaciens du moins, d'avoir la même attitude devant des cas suspects. À l'instant, le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, Dr Hassan Diop. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Le Sénégal a été désigné comme pays candidat de la CEDEAO pour assurer la présidence en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Il a été désigné par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est réunie en session ordinaire hier. À Fatick, le protocole sanitaire n'est plus respecté au niveau des établissements scolaires. Inquiets, les enseignants se sentent exposés et craignent pour la santé des élèves. Le khalife général de Medina Baye reporte la tenue du gamou annuel de Taïba Niassène, initialement prévu le 27 février. Serigne Mahi Niass invite les fidèles et les citoyens sénégalais à la prière pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans le pays. En sport, championnat d'Afrique des Nations, le Mali remporte la demi-finale avec un score de 5-4 face à la Guinée. Il obtient ainsi son ticket pour la finale qu'il disputera le dimanche 7 février avec le Maroc. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Objection en rediffusion avec Bayo Marguerite.